Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Forquet et je suis étudiant en thèse dans un laboratoire de microbiologie qui est basé à l'INSA Lyon. Donc, je travaille dans l'équipe CRP qui s'intéresse à la chromatine et à la régulation de la pathogénie bactérienne. Donc la même équipe où est Maïwen Pinault et Sam Meyer. Donc Maïwen qui a présenté un poster tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats liés à mon sujet de thèse qui est de modéliser la régulation de l'expression des gènes par le surroulement chez les bactéries. Alors, en ce qui concerne la régulation des gènes chez les bactéries, donc en réponse aux changements environnementaux, eh bien, les bactéries régulent l'expression de leurs gènes de manière globale, en activant l'expression de certains, en réprimant l'expression d'autres. Et donc, la plupart des modèles de régulation de la transcription sont basés sur les facteurs de transcription, des protéines qui vont fixer le promoteur des gènes, et soit faciliter, soit empêcher le recrutement de l'ARN polymérase. Pourtant, chez Escherichia coli, la moitié des gènes ne sont pas régulés par un facteur de transcription connu, et certains organismes en sont même dévoués, mais montrent quand même des réseaux de régulation complexes. Donc cela montre bien qu'il doit exister d'autres modes de régulation de la transcription, et dans le cadre de ma thèse, on s'intéresse à la régulation par le surroulement de l'ADN. Alors le surroulement de l'ADN, c'est une déformation de la double hélice qui résulte de stress torsionnels expérimentés durant les transactions d'ADN comme la transcription, la réplication, la fixation de protéines, etc. Et donc ce stress torsionnel, d'une part, il va modifier le degré d'hélicité en surenroulant ou en sous-enroulant l'hélice, mais il va également provoquer des déformations dans l'espace via la formation de boucles notamment. Donc chez les bactériens, le niveau de surroulement il est constamment régulé par les actions opposées de l'ADN gyrase qui d'un côté va surenrouler le génome de manière ATP dépendante, et la topoisomérase 1 qui va relâcher l'ADN, c'est-à-dire supprimer du surroulement. Donc, il faut savoir que les topoisomérases, elles sont non seulement essentielles pour la vie cellulaire, mais également hautement conservées. Donc, typiquement, chez les eucaryotes, on a également des topoisomérases, même si elles ont des structures différentes. Donc, pour revenir aux bactéries, en général, en réponse aux stress environnementaux, eh bien, on a des changements du niveau de surroulement global qui passent par différents mécanismes. Donc, ces changements globaux du niveau de surroulement pourraient très bien contribuer aux changements globaux d'expression imposés par ces stress environnementaux, en parallèle des voies de réponse spécifiques. Donc, en général, on a des études qui s'intéressent spécifiquement à l'effet du surroulement sur l'expression des gènes, utilisent des inhibiteurs de gyrase. Donc, ces inhibiteurs de gyrase vont bloquer l'activité de la gyrase et ainsi provoquer une relaxation globale de l'ADN, c'est-à-dire une perte de surenroulement. Et donc, en réponse à cette perte de surroulement, chez Dicea danti, par exemple, qui est une bactérie pathogène des plantes qui est étudiée par notre équipe, eh bien, on a une réponse globale des gènes qui est également complexe, puisque certains gènes sont activés par la relaxation et d'autres sont réprimés. Donc, cette réponse globale et complexe à une variation de surenroulement, on la voit non seulement chez Dicea danti, mais également chez d'autres protéobactéries au style de vie différent, comme les Escherichia coli, Salmonella typhimurium, mais également chez des bactéries très différentes en termes de phylogénie et de mode de vie. On a typiquement les cyanobactéries qui vivent dans l'eau et effectuent la photosynthèse, et un des plus petits organismes sur Terre qui est Mycoplasma pneumoniae. Et pourtant, il n'existe aucun modèle de régulation qui soit qualitatif ou quantitatif de régulation par le surroulement. Donc c'est précisément l'objectif de ma thèse. Donc en particulier, en fait, on veut pouvoir expliquer et prédire en quoi un gène va être soit activé, soit réprimé par une même variation de surroulement. Donc pour ce faire, notre hypothèse de travail, c'est que c'est la séquence du promoteur qui va déterminer la réponse du gène à une variation de surroulement. Donc l'aspect original de ce mode de régulation, c'est qu'il n'implique aucun régulateur. Donc en effet, le surroulement de l'ADN est capable de moduler l'interaction ARN polymérase ADN indépendamment de n'importe quel régulateur durant l'étape d'initiation de la transcription. Donc cette étape chez les bactéries, l'initiation de la transcription, elle est faite grossièrement de 3 étapes. Donc, dans une première étape, l'ARN polymérase associé à la sous-unité sigma va se fixer de manière spécifique sur le promoteur des gènes au niveau de ces éléments -35 et -10. Dans une deuxième étape, une fois fixée, l'ARN polymérase elle va devoir ouvrir l'ADN pour accéder aux bases. Dans une troisième étape, elle va devoir s'échapper du promoteur pour commencer l'élongation de l'ARN.
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats sur un modèle de régulation par le surroulement à 7 étapes de l'initiation de la transcription. Donc en fait, à cette étape, comme je vous ai dit, l'ARN polymérase, elle doit ouvrir l'ADN, et donc pour ce faire, elle doit fournir une énergie. Et cette énergie d'ouverture, elle dépend fortement de la présence de surenroulement. Donc comme on peut le voir sur cette courbe, qui est obtenue grâce à un logiciel TwistDNA, qui est capable de calculer l'énergie d'ouverture pour une séquence donnée, pour un niveau de surroulement donné. Donc c'est un logiciel qui a d'ailleurs été développé par Daniel Jost, qui a présenté tout à l'heure. Donc typiquement, ce qu'on voit, c'est que quand l'ADN est fortement surenroulé négativement, eh bien, la double hélice est sous-enroulée. Elle est par conséquent déstabilisée, et donc pour ouvrir, il va falloir fournir peu d'énergie. A l'inverse, quand on a peu de surenroulement, eh bien, la double hélice elle est plus enroulée, elle est plus stable, c'est plus difficile à ouvrir, et donc ça se traduit par une énergie d'ouverture requise qui est assez forte pour l'ARN polymérase. Donc ça, à cette étape, en fait, on s'attend à ce que le pattern d'expression du gène correspondant à ce promoteur, en fonction du surroulement, suive à peu près la même tendance. Donc, des expériences qui ont été faites à la fois in vitro et in vivo montrent que c'est le cas. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que à fort niveau de surenroulement, le niveau d'expression du gène est assez fort, et donc ça s'explique par le fait que l'énergie d'ouverture requise est faible. Et à l'inverse, quand on a un ADN qui est relâché, eh bien l'énergie requise pour ouvrir est forte, et donc le gène est peu exprimé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle thermodynamique d'initiation de la transcription basé sur ce mécanisme d'ouverture assistée par le surenroulement. Donc l'avantage de ce modèle, c'est que d'une part, il est capable de reproduire les données expérimentales, comme on le voit ici, à part sur des points expérimentaux où le niveau de surroulement est très fort, donc ce qui s'explique par des effets complexes qu'on est incapable de reproduire avec ce modèle simpliste. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a un modèle avec un seul paramètre ajustable, qui est en fait l'énergie fournie par l'ARN polymérase pour assister l'ouverture. Donc ici, on a le taux d'initiation maximal pouvant être atteint. Alors à ce stade-là, pour comprendre comment un tel mécanisme pourrait aboutir à la répression sélective d'un sous-ensemble de promoteurs, eh bien, il faut s'intéresser maintenant à l'effet de la séquence à ouvrir sur le modèle. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, en fait, l'élément principal à ouvrir s'appelle le discriminateur. Donc, c'est une séquence en fait de 4 à 6 paires de bases qui présentent aucun consensus. Et donc, ce qui se passe dans cette étude sur TIRT, donc quand le promoteur, qui est de base riche en paires de bases GC, quand on modifie des paires de bases de manière à le rendre plus athériche, eh bien, voici ce qu'on observe dans les données. Donc en fait, à niveau de surenroulement physiologique basal, donc environ moins 0,06 par là, eh bien, on peut voir que pour les deux types de discriminateurs, eh bien, il faut fournir à peu près la même énergie pour ouvrir, ce qui se traduit par des niveaux d'expression similaires, donc par des énergies d'ouverture et des niveaux d'expression similaires. À l'inverse, quand on est dans le cas d'une relaxation, donc une perte de surroulement, donc typiquement de moins 0,06 à moins 0,03, par exemple en réponse à un stress, et bien, ce qui se passe, c'est que pour le discriminateur GC riche, eh bien, il va falloir fournir beaucoup plus d'énergie pour ouvrir. Et donc cela va se traduire par une diminution d'expression assez forte, comme on peut le voir ici. Et par contre, pour le discriminateur AT riche, eh bien, de par sa nature, le discriminateur est toujours relativement facile à ouvrir, ce qui se traduit par une perte d'expression, une diminution d'expression quasiment nulle. Et donc cela permettrait à la cellule, avec une seule variation de surroulement, de réprimer sélectivement un sous-ensemble de promoteurs ou discriminateurs GC riches, puisque effectivement, on a une bien plus forte répression des discriminateurs GC riches en réponse à une relaxation. Et donc, ce qu'on a voulu faire à partir de ce moment-là, c'est valider ces observations, non pas sur le promoteur qui nous a servi à calibrer le modèle. D'ailleurs, j'ai oublié de dire
que ce paramètre a été calibré donc, à l'aide de ces données expérimentales. Donc, on a cherché à valider cette opération sur d'autres promoteurs. Donc, pour ce faire, hein, on a travaillé sur 3 promoteurs différents. Donc, FEP, un promoteur qui vient de chez Escherichia coli, qui code pour un transporteur de la phénylalanine. Donc, ce promoteur, il a de base un discriminateur qui est riche en GC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé des paires de bases dans le discriminateur de manière à le rendre hybride puis athériche. Et donc, de plus, on a pris 2 autres promoteurs, donc PLE et PLD, qui proviennent de chez Dikea Adanti et qui codent pour des enzymes de dégradation de la paroi végétale. Et donc, dans le cas de PLE, son discriminateur est plutôt athériche. Dans le cas de PLD, plutôt GC riche. Et donc, on a simplement échangé leurs discriminateurs, de manière à les rendre GC riche pour PLE et AT riche pour PLD. Donc, ces 7 promoteurs différents, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un gène luciférase sous leur contrôle. Donc, gène luciférase qui permet de coder pour une enzyme qui va générer un signal lumineux, ce qui nous permet de suivre l'expression de ces promoteurs au cours du temps. Et donc ces constructions, eh bien, on les a mises dans des plasmides, et ces plasmides, on les a transformés dans Escherichia coli, de manière à pouvoir suivre la croissance bactérienne au cours du temps et l'expression des promoteurs via l'émission de luminescence, donc dans des lecteurs de microplaques. Donc l'idée, c'est à un moment dans la croissance d'induire une relaxation de l'ADN, donc à l'aide d'un inhibiteur de gyrase qui est la novobiocine, de mesurer une variation d'expression pour chacun des promoteurs et voir si la réponse va dans le sens des prédictions, c'est-à-dire est-ce que le discriminateur, quand il est modifié, impacte la réponse à la relaxation de manière attendue par le modèle. Donc ici, c'est un exemple de courbe expérimentale qu'on obtient. Donc là, c'est pour le promoteur FEP hybride, donc dans du milieu LB riche. Donc ici, en fait, ce qu'on peut voir, c'est la croissance bactérienne en fonction du temps. Donc là, on voit bien que les bactéries se multiplient en cours du temps. Et donc, à un moment donné, on induit un choc antibiotique avec différentes concentrations sublétales de novobiocine. Donc, cela va permettre d'induire une relaxation à différentes amplitudes sans affecter la croissance bactérienne. Donc, en parallèle, on suit l'expression de nos promoteurs via l'émission de luminescence. Donc là, pareil, au cours du temps, on voit que le promoteur est exprimé. Donc, à un moment donné, on effectue notre choc à la novobiocine qui va induire une relaxation. Et donc, ce qu'on voit dans le cas de ce promoteur, c'est qu'on a une diminution d'expression par rapport au contrôle. Donc, l'idée, hein, c'est de récupérer un point expérimental après relaxation d'ADN, de mesurer une variation d'expression et de la comparer entre les différents promoteurs. Donc, voici ce qu'on observe. Donc, dans les panneaux du dessus, c'est la variation d'expression expérimentale en réponse à la novobiocine qu'on observe. Et en bas, ce sont les prédictions du modèle. Donc là, typiquement, pour le promoteur FEP, donc, quand le promoteur il est dans son état natif, donc riche en paires de bases GC, eh bien, on peut voir que la relaxation induit une répression de ce promoteur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on modifie le discriminateur de manière à le rendre hybride ou athériche, eh bien le niveau de répression diminue de manière progressive. Donc pour l'hybride, on a une diminution plus faible, et pour le athériche, on a une diminution qui est encore plus faible de la répression. Et ça, ça colle aux prédictions de notre modèle. Donc quand on s'intéresse à des promoteurs qui viennent d'un autre organisme, donc PLE et PLD, on voit exactement la même observation. Donc PLE qui, dans son état natif, est riche en AT, un discriminateur riche en AT, on voit que la répression devient plus forte quand on transforme son discriminateur en GC riche en prenant celui de PLD. Et donc on observe l'exact opposé pour PLD. Donc le discriminateur natif riche en GC est bien plus réprimé que lorsque on le transforme en AT. Donc cela montre bien que la réponse des promoteurs avec des discriminateurs mutés
correspond bien aux prédictions du modèle. Donc cela montre que ce mécanisme qu'on modélise permet d'expliquer comment est-ce qu'on peut réprimer sélectivement un sous-ensemble de promoteurs en fonction de la séquence discriminateur, donc en réponse à une variation de surrendement. Donc l'étape d'après pour nous, en fait, ça a été d'étendre notre analyse à l'ensemble des promoteurs du génome pour voir si notre mécanisme de régulation était un mécanisme de régulation global. Donc pour ce faire, il a été question, dans un premier temps, de récupérer pour le plus d'organismes possible la réponse des gènes à la relaxation de l'ADN. Donc, soit s'ils sont activés par la relaxation, soit s'ils sont réprimés, soit non affectés. Et dans un second temps, pour effectuer nos prédictions, il a fallu récupérer la cartographie des promoteurs avec notamment la séquence du discriminateur et les gènes associés aux promoteurs. Donc, il faut savoir que c'est une chose qui n'est pas du tout triviale chez les bactéries. Et donc en parallèle, à partir des données sur les promoteurs, il a été question de calculer les taux d'expression avant, après, de prédire les taux d'expression avant, après relaxation à l'aide de notre modèle. Puis ensuite d'ajouter une étape de normalisation pour reproduire les protocoles transcriptomiques où le niveau d'ARN séquencé ou utilisé est constant. Et donc, une fois tout ça collecté, on a pu donc comparer les prédictions aux résultats expérimentaux. Donc voici les prédictions du modèle. Et voici ce qu'on observe. Donc ici, en ordonnée, on peut voir le taux en AT calculé sur des fenêtres de 6 paires de bases à différentes positions du promoteur pour les gènes soit activés, soit réprimés, soit non affectés par la relaxation. Et donc, ce qu'on voit, c'est des intervalles de confiance statistiques en rouge et en bleu. Et donc, ce qu'on peut voir dans cette courbe, c'est que le taux en AT, du promoteur est similaire partout, sauf dans le discriminateur. Donc, précisément là, on attendait une différence entre les gènes activés et réprimés par la relaxation. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est classifier les promoteurs en fonction de leur contenu en AT au discriminateur ici, et calculer le taux d'activation. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une relation linéaire qui est hautement significative entre le taux d'activation et le contenu en AT au discriminateur, donc de manière attendue par rapport aux prédictions du modèle. Et donc, ces résultats, on les voit non seulement chez Salmonella, mais également chez Escherichia coli. Donc, ce qui suggère que notre mécanisme de régulation, et plus généralement la régulation par le surroulement, serait ubiquitaire. Donc, pour valider un peu cette hypothèse, on a essayé de récupérer le plus de données dans le plus d'organismes possible. Donc voilà ce qu'on a obtenu, donc, à commencer par Dicea danti, qui est aussi une protéobactérie, mais qui est pathogène des plantes, donc un style de vie quand même assez éloigné. Donc on voit la même relation statistique. Donc les gènes activés par la relaxation tendent à avoir un discriminateur plus atterriche que les gènes réprimés par la relaxation. Donc quand on passe aux cyanobactéries, qui elles ont un mode de vie encore plus différent et sont encore plus éloignées phylogéniquement, on observe encore cette même relation statistique. Et donc pareil pour un des plus petits organismes sur Terre, qui est Mycoplasma pneumoniae. Donc une dernière chose qu'on a fait, on a essayé d'estimer la contribution de notre mécanisme à la réponse entière à la relaxation, qui implique d'autres mécanismes de régulation. Donc pour ce faire, on a calculé la proportion de la réponse qu'on prédisait correctement, et on l'a comparée à un modèle aléatoire. Et donc on a observé jusqu'à 15% de prédictabilité, ce qui est non seulement hautement significatif, mais également notable quand on sait qu'il y a d'autres mécanismes qui participent à la réponse à la relaxation à différentes étapes de la transcription. Et quand on sait également que nos données, donc là j'ai pas trop parlé des barres d'erreur qui peuvent être assez fortes dans certains cas, et qui peut s'expliquer par le fait notamment qu'on prédit la réponse sur la base de promoteurs dont une partie est fausse, parce que en fait pour la plupart des organismes, on a utilisé de la prédiction de promoteurs à partir des sites de début de transcription. On a également des différences dans les drogues utilisées et les protocoles.
Et également, on sait que le niveau de surenroulement que peut ressentir un promoteur peut différer du niveau global de surenroulement mesuré. Donc, comme j'ai... Raphaël, j'ai raté les 3 minutes restantes, donc il te reste une minute. Ok, alors je vais faire assez vite sur cette diapo, puis ça sera terminé. Alors la dernière étape, je vais aller assez vite pour pas trop dépasser. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est jusqu'à maintenant, on a validé notre modèle sur des données artificielles, en fait, où on provoquait une variation de surrenouement à l'aide d'un antibiotique. Donc la dernière étape, en fait, ça a été de valider les prédictions de notre modèle dans des données physiologiques où on observe naturellement une variation de surrenouement. Et donc typiquement, les données intéressantes pour nous, c'est des données de stress, où on observe naturellement des variations de surrenouement. Donc là, je vais passer vite. Mais ce qu'on sait, hein, c'est que différents types de stress sont associés à différentes variations de surenroulement. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est on a pu identifier la signature de notre mécanisme dans des données de stress. Donc, chez Escherichia coli, mais également chez Dicea danti. Et donc, ces derniers résultats, ils montrent que l'activation et la répression sélective de promoteurs dans des conditions de stress est contrôlée aussi en partie par des changements de surenroulement en fonction des séquences aux discriminateurs via le mécanisme qu'on vous présente. Donc pour conclure, hein, donc comme je disais, hein, l'aspect original de ce mode de régulation, c'est qu'il n'implique aucun régulateur. Et ça pourrait constituer donc, un mode de régulation global, complexe et ubiquitaire, donc, car basé sur les propriétés fondamentales de l'ADN. Donc ici, hein, c'était simplement vous qui êtes plus intéressé aux eucaryotes. C'était pour montrer les similarités mécanistiques qu'on a dans l'initiation de la transcription et les similarités structurales qu'on a entre les promoteurs bactériens et eucaryotes malgré les distances évolutives. Donc notamment, il y a une étude qui a été faite sur un promoteur eucaryote et qui montre la même relation entre l'énergie d'ouverture et le niveau de surenroulement et qui montre également la corrélation avec le niveau d'expression. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc j'ai oublié de le préciser, on a déposé un préprint sur bioRxiv de ce travail-là. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire. Et donc comme c'est un travail d'équipe, donc je tiens aussi à préciser qu'on a été sa meilleure à diriger le projet, à contribuer aussi. Maïwen Pinault qui a présenté un poster tout à l'heure, et William Nasser et Sylvie Reverchon pour ce qui est des manips également. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Écoute, merci beaucoup, Raphaël. J'ai trouvé ça passionnant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever vos mains. Emmanuel, je crois que moi, je ne peux pas lever la main parce que D'accord. Eh bien, à toi la parole. j'ai une question idiote. Mais donc, si je comprends bien, le discriminateur, il a 6 paires de bases, c'est ça? Il a une taille variable entre 4 et 6 à peu près, oui, c'est ça. Mais mon raisonnement idiot, c'est que s'il y a pour ceux qui ont 6 paires de bases, ils ont soit que des GC, soit que des AT, soit toutes les combinaisons possibles. Alors, ça ferait quand même 2 puissance 6, ça fait 64 combinaisons. Mais en fait, il n'y a genre que 6 ou 7 types différents de discriminateurs, c'est ça? Ça fait 6 ou 7 niveaux différents selon qu'on a 1 GC, 2 GC, 3 GC, etc. Et on peut voir des classes comme ça de promoteurs. Alors effectivement, on peut avoir tout un tas de combinaisons possibles. Donc on peut effectivement classifier en différents groupes. Après, ce qu'on voit notamment, c'est des différences de contenu en GC, justement. Et donc nous, on ne s'est pas intéressé à la combinaison précise entre, je veux dire, à l'enchaînement précis entre les paires de base, mais plus sur le contenu relatif en AT par rapport à la taille. La combinaison ne change rien, non? C'est ça? C'est le nombre de AT qui compte, c'est ça? Alors dans notre modèle, c'est le taux relatif en AT, oui, qui va jouer. Après, sur l'ouverture, l'enchaînement des paires de base va aussi avoir un impact sur l'énergie d'ouverture calculée donc par rapport aux paires de base adjacentes. Mais nous, on s'intéresse surtout au contenu relatif, effectivement. Et par exemple, pour un même contenu en AT, on sait combien il y a de gènes pour les promoteurs qui ont un même contenu en AT, on sait quel est le nombre moyen de gènes par promoteur. Combien de gènes ont ce type de promoteur? C'est une bonne question, c'est une chose qu'on pourrait faire.
Après, là, j'ai pas la réponse précise. Après, c'est distribué de manière assez homogène, quoi, les différents contenus en AT Le long du génome. promoteur. Ouais, c'est ça. Merci. Brenna Conan. Oui, bonjour. Super talk, super cool. Et en plus, tu m'as fait une partie de mon introduction pour le mien de demain. Donc, merci pour ça. Si j'ai bien compris, tu regardes la relaxation de l'ADN en utilisant de la novobiosine, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu sais si la novobiosine, ça peut impacter d'autres topoisomérases chez coli? Et si les effets que tu regardes, du coup, ils sont bien dus seulement à la DNA gyrase et pas à d'autres topoisomérases? Et dans la même genre de question, est-ce que du coup, tu as regardé à d'autres topoisomérases quand inhibent, par exemple, la topo 1 avec du topotécan, si tu as aussi des effets sur tes promoteurs voilà. Alors, pour la première question, donc la novobiosine, normalement, ça cible exclusivement l'ADN gyrase, si je dis pas de bêtises. Normalement, les effets qu'on voit, c'est bien dû à une relaxation via uniquement l'inhibition de l'ADN gyrase. Après, dans les données dans lesquelles on a testé le modèle, il y a certaines données, par exemple chez Coli, où ils utilisaient la norfloxacine qui, elle, cible la topo 4, typiquement, et on voyait également, je veux dire, la signature du mécanisme dans des données où la relaxation a été induite de manière légèrement différente. A priori, c'est d'ailleurs l'intérêt d'utiliser la novobiosine, c'est que les effets qu'on voit sont dus exclusivement, mais bon, c'est vrai que ça exclut pas ces hypothèses-là. Et pour la dernière question, est-ce qu'on a testé, donc typiquement, le travail qu'a présenté Maïwen sur la séconéolitine, qui elle bloque la topo 1 et provoque plutôt un surenroulement. Alors on a testé notre modèle là-dessus et on n'a pas eu des résultats très concluants, qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le fait qu'on ne maîtrise pas très bien déjà cette drogue, aussi par le fait que ça devient un peu plus trivial de faire des prédictions, avec notre modèle, parce que du coup, on se place à un niveau où les effets vont peut-être différer selon les promoteurs. Donc c'est un peu plus tricky, on va dire, quoi, Ok, cool, merci. Merci à toi. Hello, hello. Vous m'entendez? Je suis désolée, je ne comprends pas comment on lève la main aujourd'hui. Je n'ai pas de Oui, main qui alors, s'affiche sur mon écran. Est-ce qu'on a le temps d'une toute petite question? Oui, il y a une... Et Alors, il y avait aussi Vittoré. Alors, deux petites questions pardon. rapides, hein, on est à 28 minutes. D'accord. C'était juste pour faire un parallèle avec un autre micro-organisme qui est très étudié au laboratoire, qui est Cerevisier. Je veux dire, tu as fait le parallèle, effectivement, il y a TF2H qui est aussi une hélicase là, qui va ouvrir chez les eucaryotes supérieurs. Donc, l'équivalent du discriminateur, ça serait le site initiateur, en fait, l'endroit où se fait l'initiation de la transcription. Et chez la plupart des eucaryotes supérieurs, c'est à peu près le même endroit où se fait disons la reconnaissance par TF2D, etc. Par contre, chez Cerevisier et quelques levures apparentées, ce qui est très intéressant… Il faut aller à la question, Geneviève. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre l'endroit où se lit TF2D, l'endroit où ça s'ouvre et l'endroit où se fait l'initiation. Ce serait peut-être un organisme intéressant pour regarder comme ça des effets de surenroulement sur vraiment l'ouverture, la formation de l'ado. Voilà, c'était plus un commentaire qu'une question. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en discuter, parce que en fait, Quepin, là, le promoteur eucaryote, c'est sur la levure justement, et il montre qu'à niveau de surenroulement fort, en fait, on n'a pas besoin de cette hélicase TF2H, la transcription. À toi, Vittoré. Merci, c'est une petite question. Dans les bactéries, si je me souviens bien, avant tout, les supercolins s'accumulent downstream de la réplication, c'est correct, non? Non la réplication, downstream la transcription, mais c'est aussi dans la direction de la réplication.
Et moi, je me demandais si vous n'avez pas l'idée de modéliser ou de regarder les effets dans le sens de la position sur chromosome de l'effet de l'anovicine, de l'antibiotique. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop, enfin qu'on n'étudie pas tellement. Par contre, oui, alors par rapport à la transcription, par contre, c'est quelque chose qu'on a étudié, le lien entre enfin, le surrôlement généré par la transcription, puis la réponse à l'antibiotique, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on a regardé et qui a donné lieu pareil à un papier, mais c'est vrai que là, je peux pas trop vous répondre sur la réplication. Je suis pas très. Ok, merci.